Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Acteurs Public TV. On ouvre un atelier débat aujourd'hui sur le thème du cloud souverain. On va voir d'ailleurs que le terme lui-même peut faire débat. Le cloud souverain, ce nuage sécurisé et vérifié qu'offre un niveau de confiance inégalé pour ses utilisateurs, c'est-à-dire des établissements publics, des entreprises privées également et des administrations. Il existe même désormais un label appelé SecNum Cloud. On va y revenir bien évidemment. Pendant l'heure qui vient, on va donc se demander si le cloud souverain est en mesure d'accélérer le développement des organisations ou si, au contraire, sa potentielle complexité peut être un frein à la transformation numérique menée par les acteurs publics pour simplifier les démarches des usagers. On en parle sur ce plateau avec 4 invités, des représentants de l'État, des spécialistes du cloud et une institution publique. Et vous qui nous regardez, on en parle aussi avec vous puisque vous pouvez à tout moment poser vos questions à nos intervenants via le lien qui s'affiche sur votre écran, espace chat. Évidemment, je ferai mon possible pour répercuter vos questions et nos intervenants, j'en suis sûr, se feront un plaisir de vous répondre. Sur ce plateau, donc, Vincent Coudrin, bonjour. Bonjour. Vous êtes en charge de la transformation cloud de l'État à la DINUM, la délégation interministérielle du numérique. La direction interministérielle du numérique est une direction du ministère de la Transformation et de la fonction publique. C'est un peu la DSI Group de l'État, où je suis en charge des sujets liés au cloud. Michel Labadie, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du développement des usages numériques innovants à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. C'est une institution publique qui élabore des partenariats scientifiques avec les pays du Sud et vous êtes en charge des questions du cloud depuis un moment déjà. Hein. Oui, depuis 2014, le cloud à l'IRD. Donc vous avez un passé sur ce sujet-là qui nous sera très important et très instructif. Christophe Le Sur, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Cloud Temple. Tout à fait. Une entreprise, évidemment, un des acteurs majeurs du cloud. Tout à fait. Une entreprise qui fournit des services de transformation numérique et qui fournit aussi un cloud de confiance labellisé par l'ANSSI, principalement pour le monde du public et l'industrie. Merci. Rémi Mandon, vous êtes vice-président d'IBM Technologies. On ne présente plus IBM, mais vous êtes évidemment très présent dans le cloud. Absolument. On a une stratégie qui est résolument open hybrid cloud, pour ne pas dire multi-cloud. Merci à vous 4 d'être sur ce plateau et on commence évidemment par dresser le contexte et puis aussi pour ceux qui nous regardent, essayer de comprendre tout simplement quand on parle de cloud souverain puisque c'est notre sujet du jour, à quoi ça peut correspondre. On peut parler aussi de cloud de confiance, Vincent Coudrin. Oui, en effet. En fait, l'État a des enjeux de souveraineté et pour les atteindre, on a besoin d'un cloud de confiance. C'est un petit peu ça l'articulation. Alors, qu'est-ce que c'est que la souveraineté, qui n'est pas quelque chose défini universellement. En Europe, on va beaucoup parler de leadership technologique. En France, on va plus parler d'autonomie stratégique. C'est le fait qu'on ait la garantie de ne pas se faire voler ces données. C'est le fait qu'on ne puisse pas nous couper le courant. C'est le fait de ne pas être coincé avec une solution propriétaire. Et ça, c'est tout cet ensemble qu'on a eu besoin de réunir au sein d'une qualification, celle de l'ANSSI, pour définir ce que c'était qu'un cloud de confiance, ce qui va être un outil juridique pour acheter du cloud dans le respect de nos enjeux de souveraineté. Alors, vous parlez de l'ANSSI, effectivement, on va y revenir. Hein. Quelles sont les caractéristiques et les demandes de l'ANSSI et les contraintes qui sont imposées par l'ANSSI aussi. Donc, il y a l'enjeu de souveraineté, vous en avez parlé. Il y a aussi un enjeu de modernisation. Ça a été le cas à l'IRD, évidemment, puisque vous êtes déjà passé par cette étape. Un jeu de modernisation chez vous qui était important. Oui, un fort enjeu somme toute classique dans les institutions publiques de mobiliser les efforts des ressources internes vers les spécificités de l'établissement dans un contexte où les problématiques que l'on est amené à adresser, que ce soit en termes de sécurité, en termes d'innovation ou autres, sont de plus en plus diverses et variées, j'ai envie de dire. Alors, les contraintes aussi du cloud souverain, chez Cloud Temple, vous les connaissez bien, quelles sont-elles ? Les contraintes du cloud souverain, c'est d'abord de permettre à nos utilisateurs, à nos clients, de bien comprendre ce que c'est que la notion de souveraineté, qu'ils puissent faire la part des choses, et je pense qu'on y reviendra, entre sécurité d'une part et souveraineté d'autre part, et puis aussi de mettre au cœur de la problématique les besoins métiers, parce que c'est eux qui vont être les premiers utilisateurs et les premiers bénéficiaires. Et c'est vrai que je rends hommage à l'IRD qui a été précurseur en fait, sur ce sujet-là en 2014. Chez IBM Technologies, c'est aussi un sujet évidemment sur lequel vous vous penchez depuis longtemps, ces enjeux de souveraineté. Alors oui, et surtout les enjeux de multi-cloud, puisque comme je disais en introduction,
notre positionnement, il est résolument d'accompagner les clients, que ce soit dans leurs enjeux de cloud extrêmement sécurisés, mais également des clouds privés, puisqu'il y a un certain nombre de workloads et d'applications qui ne sont pas contraintes de tourner sur des environnements sécurisés. Donc on accompagne les différents acteurs dans ce domaine grâce à l'open source. On reviendra sur ce sujet. Je pense que c'est un enjeu majeur de respect de souveraineté notamment. Alors, j'ai évoqué aussi tout à l'heure dans cette introduction le label ou la qualification, plus exactement d'ailleurs, SecNum Cloud. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, Christophe Le Sur? Je vais prendre en fait un axe tout à fait particulier qui est le plus important pour moi, qui est pour les clients. Qu'est-ce que c'est? C'est un gage de sécurité d'une part, parce que en fait, ça signifie que les infrastructures, les services qui ont été qualifiés par l'ANSSI respectent les meilleures pratiques en termes de sécurité. Et puis, et notamment dans la dernière version du référentiel, c'est aussi un gage de souveraineté, c'est-à-dire la certitude que l'on va donner aux clients et à ses métiers qu'il y a un certain nombre de critères qui sont les critères édictés par l'État et validés par l'ANSSI sur la souveraineté de la plateforme. Et in fine, ce dont ont besoin les clients, c'est de la visibilité. Que ce soit dans le monde de la sphère publique, que ce soit dans le monde du privé, ils ont besoin d'avoir un référentiel, de la visibilité et avoir en fait un guide qui est en capacité de leur dire voilà en fait le niveau de sécurité qui est atteint, voilà le niveau de souveraineté qui est atteint. Et tout cela doit s'intégrer dans les enjeux du moment en fait de tous ces clients, qui est la transformation numérique, soit pour des problématiques de cybersécurité, soit pour des problématiques d'efficience opérationnelle, ou encore pour des problématiques, et on le voit depuis le début de l'année de plus en plus, de souveraineté. Est-ce qu'on peut rentrer dans le détail des caractéristiques, des exigences de l'ANSSI finalement? Alors, c'est... pour vous donner en fait quelques chiffres concernant Cloud Temple, on est sur 3 ans de travail, une équipe d'une quinzaine de personnes, quasiment à plein temps, de manière à être en situation de prouver. Et je pense que la particularité de cette qualification et ce qui fait en fait son bénéfice pour les clients, c'est la notion de preuve qui est demandée par l'ANSSI et qui doit être apportée par la société qui prétend la qualification sur le fait que les guides, les pratiques, les usages, et ça inclut notamment en fait toute la partie ressources humaines de l'entreprise, sont conformes en fait aux meilleures pratiques, au guide d'hygiène de l'ANSSI et aux meilleures pratiques en fait qui ont été dictées. Concrètement, ça veut dire que l'ANSSI connaît précisément les infrastructures qui sont mises en place et les solutions qui sont mises en place et leur fonctionnement pour pouvoir valider le fait que l'ANSSI est présente durant tout le processus, et c'est aussi une particularité de cette qualification. Donc c'est pas l'ANSSI qui audite, c'est-à-dire qu'il y a un organisme en fait qui a été accrédité par l'ANSSI qui a ce rôle-là. Mais par contre, vous avez un agent de l'État qui est présent, qui ne dit rien pendant toute la période d'audit et qui s'assure en fait que la démarche est conforme à ce qui est attendu. Et c'est ce qui fait en fait le niveau de sécurité, si je peux dire, c'est ce qui est le sel en fait de cette qualification. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est quasiment 3 ans de travail pour la qualification SecNum Cloud et c'est 60 jours pour la certification hébergeur de données de santé. Ça vous donne en fait la différence que vous pouvez avoir en fait en termes d'exigences opérationnelles entre les deux. Ça c'est pour l'investissement en temps, et l'investissement financier est important aussi du coup pour obtenir ce label. Oui, nous on a un prisme un petit peu particulier qui est celui de cloud provider, donc on fournit des infrastructures. Et donc, on a voulu en profiter avec nos partenaires pour donner en fait, le meilleur des infrastructures techniques. Donc, on est sur un budget de 7 millions d'euros sur ces 3 ans. Mais la plus grosse partie, en fait, c'est du temps homme pour faire les développements logiciels qui sont nécessaires au respect des référentiels de l'ANSSI. Et puis surtout, piloter le projet et la démarche. Michel Labadie, vous confirmez, à l'IRD, il a fallu un investissement en temps et en argent aussi pour utiliser un cloud souverain dans vos services? Alors, le cloud souverain SecNum Cloud, c'est une dynamique qui est en train d'être démarrée à l'IRD, et le fait d'être déjà sur un environnement cloud va fortement la faciliter et l'accélérer. Alors c'est vrai que tout ce qui vient d'être décrit, ça c'est un petit peu la partie cachée de l'iceberg, justement sur laquelle on va être moins fortement mobilisé. Et c'est là qu'on trouve, nous, tout l'intérêt de ce travail-là, puisqu'on va bénéficier des résultats de tout ce travail, de toutes ces personnes et de toutes ces expertises. Et on va venir, nous, développer
des outils plus en lien avec les enjeux de l'IRD qui sont la recherche dans les pays du Sud et un petit peu moins passer de temps sur des aspects infrastructures et couches basses du système d'information sur lesquels on est beaucoup plus loin des attendus de nos usagers internes. Alors avant de revenir plus en détail sur l'expérience de l'IRD, Vincent Coudrin, pourquoi les administrations, les organisations publiques ont besoin aujourd'hui de se tourner vers un cloud de confiance ? Alors, il y a, je dirais, principalement deux raisons. La première, c'est que le cadre SecNumCloud offre une grande continuité entre les pratiques en matière de sécurité et aussi en matière de réseau en interne au sein de l'État et ce qu'on va trouver chez les fournisseurs de cloud externes. Ce qui va énormément, c'est un petit peu ce que je comprends de votre description, on va accélérer en fait la prise en main et le passage des étapes de mise en conformité des systèmes d'information déployés dans ces plateformes. Ça, c'est la première chose. On en a quand même ajouté une deuxième chose, c'est qu'il y a aussi une obligation pour les administrations, issue dans la circulaire du 5 juillet 2021, qui contient la doctrine cloud au centre de l'État, qui fait que pour tout le système d'information de l'État, celui qui est déployé dans les ministères, donc dans l'administration centrale, et au sein des opérateurs de l'État, dont l'IRD, on a obligation d'utiliser une plateforme SecNumCloud dès lors que on manipule de l'information, de la donnée sensible, voilà, en termes un petit peu génériques. Et vous qui êtes en lien avec tous ces acteurs publics, quelles sont les principales préoccupations qui remontent, les inquiétudes qui remontent à vous quand on parle de ce sujet ? Alors la première, c'est est-ce que ma donnée est sensible ? Ça, très clairement, le 12 septembre dernier, le ministre Le Maire a annoncé qu'on allait préciser dans des termes mieux choisis ce qu'était une donnée sensible, parce qu'aujourd'hui on l'a fait en des termes très généraux, on est en train de travailler dessus. Il faut vraiment voir que la donnée sensible, c'est tout ce qui va toucher au périmètre régalien, aux missions essentielles de l'État, pour lequel une violation de la donnée aurait des impacts importants sur les grands domaines que sont l'ordre public, la santé, la sécurité, etc. Voilà, donc ça c'est les précisions qu'on va donner. Mais la première question, effectivement, c'est est-ce que la donnée que je manipule est sensible ? Et c'est souvent le cas, j'imagine. Alors, c'est souvent oui. Alors souvent, à l'échelle de l'État, oui et non, on a énormément de choses qui sont dans la sphère régalienne, ça c'est évident par définition, par construction. Pour autant, moi ce que je vois des chiffres, c'est que la très grande majorité des cas ne sont pas, la donnée n'est pas sensible à ce point-là. Dans le périmètre global du système d'information de l'État, dans lequel vous avez des établissements scolaires, vous avez des établissements d'enseignement supérieur, des établissements culturels accueillant du public, et vous avez le ministère de la Justice. Donc si vous prenez le scope complet, et si vous faites une moyenne, ce qui est une hérésie, vous avez une proportion qui est évidemment plus faible. D'accord. Alors à l'IRD, vous êtes lancé effectivement en 2014 vers le cloud. Et puis vous avez évidemment bien évolué depuis sur ce sujet-là. Quelles étaient les problématiques de départ pour l'Institut de recherche de développement Quelles étaient les demandes finalement pour développer un cloud ? Alors, le principal enjeu, c'était assurer la continuité des services hébergés qui, avant de passer sur le cloud, étaient hébergés dans des data centers que l'on louait à des prestataires privés au travers de marchés publics. Et donc, on a profité du renouvellement de ces marchés pour prendre le virage du cloud avec une ambition qui était de, comme je le disais tout à l'heure, dans un premier temps, dégager des marges de manœuvre en déléguant une partie de la gestion des infrastructures à un tiers pour mobiliser nos expertises internes vers les besoins spécifiques de l'établissement. Et d'autre part, augmenter le niveau de qualité de service. On a parlé de sécurité, donc on est de plus en plus, en tout cas moi dans mes fonctions et au sein des DSI des établissements publics, obligés de répondre à un certain nombre de réglementation, donc ça a été évoqué avec donc on parle du SecNumCloud, on parle de tout un tas d'autres réglementations, et donc le fait de ne pas travailler tout seul sur ces problématiques, ça facilite ça. Et donc c'est quelque chose qui a été plutôt réussi, ne serait-ce que par les services de type continuité de service, puisqu'on est sur un cloud qui est by design, par conception, hébergé sur 2 data centers avec des systèmes de continuité d'activité et de reprise d'activité en cas de sinistre. Voilà, donc ça c'est des choses que s'il avait fallu qu'on le fasse nous-mêmes, ça aurait été beaucoup plus long.
Est-ce qu'il y a aussi des gens chez vous, donc à l'IRD, des enjeux de sécurité un peu différents du fait que vous êtes en communication permanente avec des pays étrangers, des pays du Sud en particulier, mais vous avez des échanges numériques aussi avec des pays là, des pays comme ça. Est-ce que ça apporte une demande de sécurité plus importante? Vous restez pas dans les communications internes au territoire français? Ah oui, complètement. Alors là, il y a une complexité que les juristes pourraient détailler beaucoup plus que moi, parce qu'il faut s'aligner avec... je parlais tout à l'heure des réglementations, donc on parlait des réglementations françaises, et le fait que l'IRD soit dans des pays dans lesquels il collecte de la donnée de recherche dans ces différents pays. Alors c'est vrai que ça, c'est pas le cloud avec les outils que l'on héberge en France qui nous permet d'y répondre, et ça on le traite plutôt par l'angle de la gestion de la donnée. Mais justement, pour se mobiliser sur ces problématiques-là, du coup, en dégageant de l'autre côté. Et donc, sur le cloud, quand même, ce qui a amélioré énormément les choses, c'est la continuité de service. L'IRD, on est présent dans 55 pays de la zone intertropicale. On offre un service dans lequel les usagers internes sollicitent le système d'information. Je crois qu'on a fait les calculs, c'est 16 heures sur 24, 6 jours sur 7. Et donc voilà, dans un contexte où il aurait fallu organiser des astreintes, etc. Donc les agents auraient été mobilisés sur des choses sur lesquelles ils ne sont pas mobilisés aujourd'hui. Chez Cloud Temple, vous avez donc, dès 2014, eu les demandes de l'IRD. Comment vous y avez répondu aux enjeux dont on vient de parler, aux besoins d'accompagnement aussi? Ça a d'abord été, alors c'était dans le cadre d'un appel d'offres, mais encore une fois, ils avaient été un peu précurseurs parce qu'il y avait eu une soutenance devant tout un panel technique de l'IRD pour permettre d'expliciter simplement avec des mots les concepts techniques de migration d'infrastructures vers le cloud, qui est en 2014, il faut se souvenir, hein, il n'y avait que quelques années de retour dans le monde du privé, et dans la sphère publique, c'était assez novateur. Le point fondamental pour l'IRD, c'était la continuité d'activité. C'est-à-dire le fait de pouvoir garantir aux métiers de l'IRD le suivi opérationnel de leurs applications, et de renforcer en fait la dynamique sur la sécurité et la résilience de la donnée, sur des choses toutes bêtes, mais ne serait-ce que les backups. Le fait que l'on soit en capacité de pouvoir garantir aux métiers que la donnée a telle politique à tel moment. Et puis surtout, en fait, je me souviens encore de la question, c'était: est-ce que vous pouvez nous garantir que votre PRA va fonctionner? Et à l'époque, c'était le plan de reprise d'activité, mais il faut se souvenir que fin des années 2010, les plans de reprise d'activité, c'était souvent: je prends du nouveau matériel et je restaure les données. L'une des choses que l'on a apporté, je crois, à l'IRD, c'est d'avoir en fait une vision d'une infrastructure qui fonctionne en multisite et qui soit always on. Donc en fait, il n'y avait pas de nécessité de tester ce plan de reprise d'activité, puisque les deux sites étaient opérationnels avec des charges de travail qui étaient réparties sur les deux. Donc on avait la certitude qu'on saurait pallier à la défaillance de l'un ou l'autre des sites. Alors aujourd'hui, c'est vrai que ça peut prétendre un petit peu à sourire, ce positionnement et ces questions-là, mais si on revient plus d'une dizaine d'années, c'est pas à la fois après et à l'échelle de l'informatique un petit peu loin. Ça faisait partie en fait des choses qui étaient importantes. La direction de l'IRD voulait en fait améliorer la qualité de service dans un contexte international, si je devais le simplifier. Très bien, merci. Je rappelle que vous qui nous regardez, vous pouvez évidemment poser vos questions sur la fenêtre qui est juste devant vos yeux. Et il y a déjà une première question, enfin deux qui se complètent en l'occurrence. Une question qui s'adresse peut-être à vous, Vincent Coudrin. Pascal Pinson qui demande, d'un point de vue de l'ANSSI, même si vous n'êtes pas l'ANSSI, je le rappelle, les consortiums Sens et Blue sont-ils fréquentables pour l'administration centrale? Et la question est complétée par Jean-Marc de Félix qui pose la même question pour les établissements d'enseignement supérieur. Alors effectivement, je ne suis pas l'ANSSI. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que les projets, alors c'est Sens et Bleu, d'ailleurs c'est intéressant, si vous voulez faire une offre mondiale, vous l'appelez Bleu, mais ces offres n'existent que parce qu'elles ont vocation à être qualifiées SecNum Cloud, autrement elles n'existent pas. Donc la réponse est forcément, elles le seront. Et dans le cas contraire, il n'y aura ni Bleu ni Sens, ça n'a pas d'intérêt puisqu'ils ont déjà des offres qui ne sont pas qualifiées par ailleurs. Ça c'est simple. Et alors, je n'ai pas compris très bien la question sur les établissements de recherche. Alors, j'imagine que ça veut dire que ces deux consortiums sont fréquentables pour les établissements d'enseignement supérieur? Oui, alors les établissements d'enseignement supérieur sont des opérateurs de l'État. Donc je n'ai pas fait de différence dans ma réponse entre l'État et ces opérateurs.
Voilà, si vous avez besoin de compléments à cette réponse, vous pouvez nous la demander sur le chat qui est sur votre écran. On revient au cas de l'IRD. Alors, il y a eu évidemment, j'imagine, un certain nombre de difficultés qui ont été rencontrées au cours de ces 8 dernières années dans le développement d'un cloud complet. Quels ont été ces freins et ces difficultés ? Alors les difficultés, c'est un petit peu le propre des projets que l'on mène en fait. L'idée c'est plutôt de revenir sur comment on les a franchis. Donc un vrai sujet, c'est quand même d'impliquer fortement les personnes qui opèrent les infrastructures avant la transformation pour qu'elles soient actrices de celle-ci et qu'elles l'accompagnent. Parce que les personnes, une grande partie des personnes avec qui on a fait tous ces travaux est encore là et justement a suivi cette évolution. Alors on a des gens qui sont restés très experts, mais pour mettre à profit cette expertise de sujets plus proches de nos attentes. Donc par exemple des gens qui étaient très très bons sur les aspects logiciels, qui maintenant travaillent sur les outils open source pour la science. Et après on a des expertises qui se sont développées sur le pilotage d'une prestation de cloud. Et là on a encore un petit peu de chemin à faire sur les aspects de pilotage financier, le FinOps pour pas citer l'acronyme. Et voilà. Alors quelque chose qui a facilité, c'est le fait d'être dans un cloud privé qui était fermé et la consommation à la demande, c'est-à-dire on ne bénéficie pas de toute l'élasticité d'un cloud commercial, mais on avait aussi des garde-fous pour ne pas avoir des factures qui explosent. Et du coup, ça nous a permis quand même de nous approprier toutes les subtilités pour les mettre en œuvre. Mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui encore, ça crée des manques ou des freins sur certains aspects du travail ? D'avoir fait ce choix ? Des freins, non. Là en fait, on est en train de ramener les mêmes sujets, mais sur des couches de plus en plus hautes. On est en train de travailler sur de la cloudification de containers. Donc on a travaillé sur des choses comme ça en interne, qu'on veut passer en mode service maintenant progressivement. Et non, ça a plutôt même... Il y a eu des aspects facilitateurs, là aussi qu'il a fallu accompagner, mais l'expertise alors de Clone Temple... qui est plutôt un pure player du cloud, mais ils ont su aller s'associer avec des experts par exemple du monde SAP. On a nos systèmes d'information à l'époque RH et financiers qui tournaient sur SAP et on a pu déléguer jusqu'à l'administration des environnements SAP. Donc voilà, donc ça c'est des choses qui ont permis aussi nous de programmer des évolutions des métiers au sein de la direction en tenant compte de ces possibilités-là. Ouais. Il y a un enjeu aussi, du coup, vous évoquez le fait tout à l'heure que vous aviez déjà des data centers en interne avant. Il y a donc un enjeu de transition pour les agents qui étaient en interne et qui s'occupaient de développer les data centers. Comment vous avez géré cette transition ? Du coup, la transition, ça a été vraiment de projeter un petit peu les compétences sur des nouvelles, soit sur des nouvelles expertises avec de la formation, soit les experts ont glissé naturellement de sujets purement infrastructure sur des couches plus élevées. Je pense une des personnes, un des experts qui était très mobilisé avant les transformations sur la partie VMware, etc. Et il intervenait également sur les environnements Microsoft de gestion du poste de travail. Voilà, c'est quelque chose sur lequel il a pu se concentrer un peu plus pour étendre un petit peu notre service autour de la gestion des postes de travail, par exemple, pour donner un exemple concret. Vincent Coudrin, c'est un enjeu aussi ça pour l'État, la gestion humaine, tout simplement. Les personnes en interne qui vont devoir aussi s'acculturer et changer de métier parfois. La doctrine cloud de l'État, alors on dit doctrine c'est pas pour le plaisir d'être doctrinaire, c'est parce que en fait on invite chaque administration, chaque direction, chaque établissement à inventer son futur en matière de cloud. Donc on a fait une orientation qui est très générale qui dit c'est les 3 premières règles de la doctrine. La première c'est à partir de maintenant faites du cloud, et cloud égale DevOps égale architecture cloud native égale organisation en mode produit. La deuxième règle c'est vous avez un problème de ressources humaines, il va falloir le traiter. C'est vraiment un point important. Une troisième, c'est un sujet de transfo et il faut le traiter comme tel. Donc, on parle beaucoup de la fameuse règle R9, celle qui impose le recours aux plateformes qualifiées Secnum Cloud, enfin au cloud de confiance plutôt, parce qu'il y a aussi du cloud interne,
dès lors que la donnée est sensible. Mais le cœur de la doctrine, qui sont les 3 premières règles, c'est adresser ce sujet de transformation en mettant l'humain vraiment en premier. C'est-à-dire que tous ces sujets, les sujets de la résilience, les sujets de l'optimisation et de la mise sous contrôle de la dépense, mais aussi de l'impact environnemental des activités numériques, tout ça est inclus, en fait, c'est vraiment le cœur de la doctrine, en disant il faut le traiter comme un sujet de transformation, on va faire de l'informatique différemment pour avoir des services numériques plus performants. Voilà. Et on a aussi des sujets de souveraineté. Il y a une question justement qui complète un peu cette réponse de Cyril Lesourd. Aujourd'hui, qu'en est-il de la circulaire du 5 juillet 2021 dont vous avez parlé en préambule? Est-elle prise en compte au sein des ministères déjà, ou bien une acculturation est-elle toujours en cours? Alors, elle est aujourd'hui ce que dit cette doctrine, c'est, je le disais, elle concerne les flux, pas les stocks, c'est-à-dire que tous les nouveaux projets doivent partir dans le cloud. On observe que tous les nouveaux projets vont effectivement dans le cloud. Il y a sûrement quelques exceptions, mais en tout cas, c'est sous les radars, on ne les voit pas. On en est certain parce qu'à la fois, on voit donc les commandes au travers du marché cloud de l'UGAP, qui est le marché principal qui permet d'accéder aux services des offreurs de cloud. Donc là, on voit qu'on a 1,2 projets par jour qui va dans le cloud, ça ne se tarit pas. Comme on a des renouvellements, ça veut dire que tous les 12 mois, la pente augmente. Et par ailleurs, on a au sein de la direction interministérielle du numérique une activité de contrôle, c'est l'article 3, qui fait que tous les grands projets, les projets de l'État à plus de 9 millions, ça fait beaucoup de projets au sein de l'État, donc on doit vérifier la conformité à un ensemble de règles, dont la doctrine. Et donc on constate qu'effectivement, les gens font du cloud, ça se traduit à la fois par les chiffres, à la fois par les contrôles qu'on exerce. Et donc en complément de cette consommation qu'on observe, on voit aussi les ministères, on les accompagne d'ailleurs, parce qu'on a des programmes d'accompagnement à la DINUM, donc les gens travaillent sur leur stratégie cloud globalement, puisqu'il faut réurbaniser l'IT, le système d'information, Michel fait oui, effectivement, parce qu'il y a un énorme travail de transformation et qu'on accompagne. Il y a une demande d'éclaircissement aussi sur le chat de Benjamin Bayard qui demande un éclaircissement sur la différence entre la contrainte juridique, données personnelles, interdiction de transfert sous juridiction américaine, et le choix de l'administration, données sensibles en termes régaliens, sans contrainte juridique forte. Quelqu'un veut répondre là-dessus? Vincent Coudrin. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que la question va être pour moi. Alors, c'est une question de régime. C'est une question, alors n'hésitez surtout pas. C'est une question de régime juridique, c'est-à-dire que vous avez un régime juridique particulier pour les données personnelles qui est le RGPD, dans lequel vous pouvez avoir des données personnelles particulièrement sensibles. Ce sont les articles 9 et 10 du RGPD. Et ce pourquoi, effectivement, les transferts non maîtrisés sont interdits et encadrés par tout un tas de moyens qui relèvent du RGPD. Et ce que dit la doctrine, c'est quand vous avez des données personnelles, ce sont des données personnelles et le RGPD s'applique. Après, vous avez des données sensibles, donc particulièrement sensibles, qui sont celles que nous, on va viser, qui relèvent d'autres dispositions. Voilà. Mais ce sont bien deux choses. Et alors, de dire qu'on n'a pas d'obligation dans le cas de la donnée sensible, pour le cas de l'État, une circulaire du Premier ministre produit une obligation dans la sphère publique. Voilà. En tout cas, c'est ce que me disent mes juristes. Il faut toujours revenir en fait aux applications et aux métiers du client. C'est-à-dire que quand on interroge les métiers du client, qu'ils soient publics ou privés, les utilisateurs ont généralement une bonne vision de la sensibilité de cette donnée et des nécessités qui sont sous-jacentes. Et c'est toujours un bon point de départ de partir en fait de la discussion avec les métiers. D'ailleurs, dans les programmes de transformation numérique que l'on opère, on part toujours de cette discussion avec les métiers et côté client, en fait, c'est éminemment important d'embarquer les équipes, de leur expliquer ce que l'on va faire et surtout en fait d'avoir des plans de formation, d'accompagnement qui soient prévus en amont, qui soient expliqués de manière à ce qu'ils comprennent. Dit différemment, un programme de transformation numérique, c'est avant tout un sujet humain, qui soit en fait en amont côté des métiers, mais qui soit pour les équipes informatiques, leur donner cette vision, cette visibilité de ce qu'ils vont faire. Et demain, ils feront des choses qui sont différentes d'hier, et donc il faut les accompagner par rapport à ça. Je pense que c'est le premier point d'importance. Ouais, je rebondis dessus pour effectivement cette problématique, c'est pas uniquement la problématique des DSI ou des informaticiens, les métiers eux-mêmes. Enfin moi, si je prends l'exemple de certains projets de recherche que l'on accompagne, eux aussi sont soumis à ces contraintes
de réglementaire, de RGPD, d'hébergement de données de santé. Et donc effectivement, le fait d'anticiper un petit peu ses capacités à les aider à aborder ces sujets-là, c'est très important et l'enjeu est là en fait. Et chaque métier peut avoir des besoins complètement différents. Certains métiers vont absolument pas impacter par rapport à ça. Alors évidemment, il y a tout ce qui est obligatoire qui va s'appliquer, mais voilà, l'enjeu, il est surtout que ça fonctionne, dit différemment. Mais d'autres, en fait, ont des besoins, en fait, soit en termes de sécurité, soit en termes de scalabilité aussi. Je pense notamment à l'IRD qui opère en contexte international. Le fait que l'utilisateur, qui soit à 6000 km, ait un accès efficient à l'application, ça fait partie des enjeux des métiers. Et puis, il peut y avoir les aspects de souveraineté. Mais sur le marché, dans une transformation numérique, aujourd'hui, il y a un certain nombre de documents qui font référence sur la bonne façon de faire. C'est les cadres d'adoption cloud, qui ont été d'ailleurs poussés principalement par Amazon et par Microsoft. Et ce sont des documents qui sont intéressants à lire parce qu'eux-mêmes disent, vous commencez par discuter avec les métiers, vous commencez par discuter avec les équipes techniques avant même d'ouvrir le volet purement technico-technique de la transformation numérique. Donc même si ça peut être un peu contre-intuitif, et même des fois si c'est rebutant dans certains contextes, il faut toujours commencer par la partie humaine, et c'est là où il faut passer le plus de temps pour que derrière cette transformation s'accompagne et soit fluide. On va reprendre, il y a encore pas mal de questions sur l'espace questions et sur l'espace chat. Alors, il est mieux de poser des questions dans l'espace questions, mais je vais essayer de jeter un coup d'œil aussi sur l'espace chat en même temps, mais il y a plusieurs espaces possibles. Mais d'abord sur l'expérience de l'IRD, qu'est-ce qui peut, Christophe Le Sur, être sorti pour montrer les bonnes pratiques qui peuvent être étendues à d'autres acteurs publics, des choses que vous avez mis en place avec l'IRD et qui, d'après vous, sont exemplaires? Alors, il y a énormément à dire. Je vais faire un choix, mais Michel, il faut compléter derrière. Je vais faire un choix en prenant le parti d'un acteur public. Déjà, la gouvernance. L'IRD a passé du temps avec nous et a été extrêmement pushy vis-à-vis de nous sur la mise en place d'une bonne gouvernance. Et Michel le disait tout à l'heure, en fait, piloter un prestataire, en particulier sur des équipes pour lesquelles ça peut être un peu nouveau, c'est quelque chose en fait qui se cadre, qui se met en place, qui se réfléchit et pour lequel parfois il faut être accompagné. Donc le premier point en fait que je dirais, c'est la mise en place d'une gouvernance efficiente et en partenariat avec le ou les prestataires qui sont sélectionnés. Le deuxième point que l'IRD a su manœuvrer, et maintenant depuis 2014 on l'a vu, c'est notamment le traitement de tout ce qui est dans la sphère publique, les renouvellements et notamment la fin du marché. Et c'est quelque chose que l'on a été capable d'anticiper, de mettre en place. Et il y a une forme en fait de suivi au long cours de la vision en fait, que l'IRD a de sa transformation numérique, qui a permis justement en fait, à ce que chacun des appels d'offres successifs soit un suivi naturel de l'autre. Et donc du coup, le message que je passe, c'est que c'est totalement possible de faire des infrastructures cloud de la transformation numérique avec des acteurs sur la base d'appels d'offres. Alors bien évidemment, il y a l'UGAP qui est présent pour ça, mais ça se fait bien. On sait bien le marché aujourd'hui. Mes confrères et moi sommes rodés et on sait en fait faire cette évolution et notamment gérer la fin d'un marché. Donc c'est quelque chose en fait sur lequel il faut rassurer absolument. Vincent Couturin. Oui, merci. Je voulais apporter deux compléments. Le premier, c'est sur l'excellente littérature qu'on peut trouver sur le sujet de la transformation cloud. Je vous donne rendez-vous sur numérique.gouv.fr. On a de très très bonnes pages dessus, et notamment l'accès aux communautés internes à l'État, auxquelles tous les gens qui sont notamment soumis à la doctrine peuvent, que les communautés, que ces personnes peuvent rejoindre, et trouver aussi du support, dont une offre de service de la DINUM. J'en profite parce qu'elle est gratuite. En plus, pour la définition de la stratégie, aussi l'accompagnement opérationnel. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur les marchés, qui est un point extrêmement important et qui est un point qu'on a levé par un dispositif qui n'existait pas au moment où vous avez commencé avec l'IRD, qui est le marché UGAP C3 de cloud, pour lequel ces problématiques de renouvellement sont finalement gérées. C'est-à-dire qu'on avait ce point à lever. Vous l'avez, je pense, levé avec beaucoup d'efforts. On a essayé de le faire une bonne fois pour toutes. C'est-à-dire que les gens qui consomment du cloud via ce marché de l'UGAP ont une très grande stabilité, puisque cet effort de renouvellement va porter côté UGAP.
Peut-être avec effectivement ce sujet de la réversibilité qui sur tous les gros marchés comme ça est quand même un sujet sur lequel on passe un peu de temps, qui depuis quelques mois, quelques années quand même, les technologies font que cette réversibilité, quand on est totalement virtualisé, elle a été grandement facilitée et elle nécessite quand même moins de si ça devait être le cas, en tout cas, moi je pense que ça sera beaucoup plus facile que si on l'avait fait il y a quelques temps. Et peut-être juste autre chose là pour compléter ce que disait Christophe, en fait, un des éléments aussi qui a fait que cette transformation elle a été réelle, bon, au-delà du fait que les personnes qui ont travaillé là-dessus, que ce soit des deux côtés d'ailleurs et en grosse synergie, avaient les bonnes compétences et le bon niveau de mobilisation, c'est qu'on a fait le choix, et ça c'était une proposition dans l'offre de Cloud Temple à l'époque, d'un projet court, 6 mois. Et je me rappelle lors des auditions, on avait partagé le fait que si ça devait durer plus de 6 mois, ça ne marcherait pas, on n'en verrait pas les gains. Et donc c'est ce qu'on a fait. Et ben, concrètement, ça je pense que c'était une des conditions de réussite pour... alors sans s'enlever, je crois qu'on était à 60% de machines virtuelles à l'époque, on doit être à 99,99 maintenant, mais ça s'enlever la capacité de garder un ou deux environnements physiques parce que c'était pas le moment ça aurait pris plus de 6 mois, mais cette transformation rapide, à mon avis, elle a été une des conditions de réussite importantes. Rémi Mandon. Peut-être juste un point complémentaire par rapport à la réversibilité, parce que c'est un sujet majeur quand on travaille sur les infrastructures as a service. Et on voit que la demande des clients est non seulement sur les infrastructures, mais monte de plus en plus sur le domaine applicatif. Et dans ce domaine-là, on travaille beaucoup sur des réflexions open source. D'ailleurs, je constate que le PIGEN 2, donc le cloud du ministère de l'Intérieur, si je ne m'abuse, utilise beaucoup de technologies open source, Red Hat OpenShift pour ne pas le citer, justement à des fins de réversibilité, à des fins de portabilité, pour faciliter en cas de changement de partenaire en fin de marché, de pouvoir changer, mais également pouvoir passer des workloads d'un environnement très sécurisé type Secnum Cloud vers d'autres environnements et vice-versa. Il y a une question justement sur le chat, en l'occurrence d'Alexandre Evin Leclerc. En quoi l'open source est-elle une opportunité ou contrainte pour l'adoption du cloud ? Alors, je viens d'en parler un petit peu donc, sur l'aspect opportunité. Bon, pour développer un petit peu, l'open source a plusieurs bénéfices au-delà de l'aspect portabilité qui est lié à Red Hat OpenShift, mais par définition, l'open source est développé par des communautés. Ces communautés, il y a des développeurs qui sont en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne, aux États-Unis, un peu partout dans le monde, et le code en lui-même n'a pas de nationalité par définition, puisque c'est des contributions internationales. Alors on peut discuter du poids des différents contributeurs, c'est un bon point, mais par contre c'est une vraie source d'agilité. D'abord parce que quand cet open source il est très industrialisé, et c'est tout le métier de Red Hat OpenShift, c'est d'assurer l'industrialisation de ce code, les tests de non-régression, les tests fonctionnels, quand il y a on passe d'une version à une autre, sécuriser ce code open source, et puis ce code est livré au moment où il est mis à disposition à tout le monde. Et donc s'assurer que ce code n'a pas de ce qu'on appelle des backdoors dans le jargon, donc la capacité à chacun de vérifier que ce code est auditable, tout le monde peut ouvrir le capot et regarder comment ce code est fait. Donc c'est à la fois un accélérateur, puisque comme je le disais, il est industrialisé, il est sécurisé, et il est maintenu par des professionnels du métier, et il est aussi mis à disposition des gens qui vont l'utiliser. Donc ça, c'est aussi une source de sécurité. Alors, il y a une question qui revient plusieurs fois sur le chat comme sur l'espace questions, sur la notion de souveraineté. Vincent Coudrin, peut-être vous poser la question, même si elle pourrait être largement complétée, notamment par Rémi Mandon. Combien d'opérateurs américains, par exemple, sont sous-traitants ou intervenants majeurs ? Est-ce que vous avez alors sans donner un chiffre, mais sur cette question d'intervenants étrangers. Alors, dans le sens fournisseur de services cloud. Oui. Alors, les fournisseurs de services cloud qui sont présents sur le marché de l'UGAP, ce n'est pas un secret. Vous en avez 4, 5 avec l'offre d'IBM qui va rejoindre, je crois, le marché de l'UGAP dans quelques temps. Voilà, donc vous avez ces 5. La répartition du chiffre d'affaires, on n'a pas le droit de la communiquer pour des questions de respect du secret des affaires, donc je suis un petit peu embarrassé. Mais effectivement, les 5 sont représentés. Aujourd'hui, ce qu'on peut quand même dire, c'est dans l'état naturel du marché, les opérateurs non européens, disons, une place hégémonique, c'est moins le cas au sein de l'État, c'est plutôt équilibré. Oui, je pense qu'il y a deux questions. Il y a effectivement les acteurs américains qui fournissent un service cloud.
On en a cité quelques-uns aujourd'hui, IBM en fournit quelques-uns, avec la capacité d'héberger des workloads qui sont certes pas qualifiés SecNum Cloud, mais qui peuvent être tout à fait qualifiés données de santé, par exemple. Donc ça, c'est un sujet, mais il y a un deuxième sujet qui est la capacité de fournisseurs américains à fournir des infrastructures. Et dans le cas de l'accompagnement de Cloud Temple, ça a été fondamental de fournir IBM a fourni des infrastructures qui étaient extrêmement sécurisées, qui apportaient de la cyber-résilience à Cloud Temple, qui a notamment permis d'obtenir la qualification SecNum Cloud. Donc vous pouvez être tout à fait fier, puisqu'on parlait tout à l'heure de Sens et de Bleu. Aujourd'hui, vous êtes déjà, à l'heure où on se parle, déjà qualifié SecNum Cloud. L'usage en fait de technologies américaines, de toute façon, il faut faire des choix. Nous, ça n'a pas été un sujet. Les couches de virtualisation sont américaines, le stockage est IBM, le backup est IBM. Et en fait, c'est prévu par l'ANSSI et par la qualification. Le sujet n'est pas tant de connaître la nationalité, que de savoir comment elle est implantée, comment on garantit en fait le suivi dans le temps des correctifs de sécurité, qui peut accéder à l'information, à quel moment, et le tout sous couvert de preuves. C'est-à-dire qu'une des particularités de SecNum Cloud, c'est qu'en permanence, on doit être en posture de pouvoir prouver que telle action ou telle action a été réalisée tel que prévu suivant la qualification. Je vais même aller un cran au-delà. On utilise des technologies open source et je voudrais en fait tuer une image qui reste, je pense, bien malgré nous sur le marché, c'est que open source égale gratuit, ce qui est complètement faux. Et c'est même probablement pas une bonne idée, parce que de toute façon, vous avez toujours quelqu'un derrière qui devra appuyer sur des boutons. Nous, on utilise des technologies open source avec du support éditeur, et ça contribue notamment à notre processus, en particulier de patch management, c'est-à-dire de mise à jour logicielle pour combler les failles de sécurité, être en capacité de prouver que Cloud Temple n'est pas tout seul à faire face à ces correctifs de sécurité et que derrière, il y a la puissance en fait, de constructeurs ou d'éditeurs américains avec leur mécanique mondiale qui sont aussi en capacité de réagir et de produire du correctif 24/7 soumis à SLA et à pénalité. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête dans l'usage de ces technologies-là. C'est comment je rends un service fiable de bout en bout au bénéfice des métiers du client final, tout simplement. Rémi Mandon, ça veut dire que IBM a toute sa place dans cet environnement contraint. Non seulement à toute sa place, mais complètement au cœur de cet environnement contraint, donc par la fourniture d'infrastructures, par la fourniture de solutions open source. Et comme on le disait, l'open source, c'est bien, mais il faut vivre avec. Et l'open source, c'est beaucoup de code, de microcodes qu'il faut assembler, qu'il faut consolider, qui chacun ont des contraintes de sécurité. Et donc, quand il y a une faille de sécurité qui est identifiée quelque part, et ben, il faut très très vite mettre ces failles de sécurité, enfin, régler ces failles de sécurité. Et il faut effectivement une batterie de développeurs et capacité à mettre ces développeurs en mouvement pour arriver très très rapidement à fournir de la sécurité qui est absolument nécessaire à l'utilisateur final. Et c'est tout le métier, effectivement, des éditeurs qui supportent l'open source. Alors, ce n'est pas vraiment des éditeurs, hein, c'est des spécialistes du support du logiciel open source, puisque par définition, je le rappelle, le code est libre, ce qui lui permet de ne pas avoir de notion de territoire et de rester vraiment ouvert. Oui, ce qui du coup nous ramène un petit peu à l'introduction en disant c'est plus l'État qui est souverain que le cloud. Effectivement, c'est-à-dire que si on prend tous les acteurs, la question c'est comment est-ce que nous on va pouvoir organiser notre propre souveraineté pris dans un enjeu de dépendance extrêmement complexe. Et ça, la question de l'open source, qui est une façon de trouver des alternatives à tout instant, mais le fait aussi de nous donner les moyens, c'est-à-dire qu'en matière de cloud, le fait d'automatiser ces déploiements, d'être capable d'entraîner ces mécanismes-là chaque jour, c'est la première condition pour rester libre, finalement. Le titre c'était de cette réunion, cette session, c'était est-ce que le cloud souverain peut accélérer la transformation et l'open source, quand il est bien géré, il peut absolument accélérer cette transition vers le cloud sécurisé, à nouveau, sous réserve que le workload de l'utilisateur final ait besoin d'être sécurisé ou pas, ou avec le niveau de sécurité dont il a besoin, il y a une orientation qui est majeure depuis quelques années, c'est quand on dit transformation numérique, le corollaire immédiat, c'est automatisation. Alors l'automatisation, ça apporte plein de choses, mais je vais
Je vais sélectionner juste quelques points. Un, ça apporte de la documentation, ça apporte de la garantie de fonctionnement, ça apporte de la visibilité, ça apporte de la sécurité. Et ça apporte de l'efficience opérationnelle, c'est-à-dire en fait qu'on arrive à faire mieux pour moins cher, et tous, que l'on soit dans le secteur privé ou dans le secteur public, bah, voilà, les budgets ne sont pas extensibles, donc on est tous intéressés à l'efficience. C'est, je pense, des points qui sont à garder en tête et qui sont importants. À l'IRD, comment vous avez concilié justement, vous évoquez la question titre de cet atelier débat, comment vous avez concilié justement donc, les enjeux de souveraineté, etc. Et puis la nécessaire fluidité pour les usagers de ce cloud. Quels ont été les arbitrages qui ont été faits finalement? Alors, le fait d'aller vers le cloud de façon maîtrisée, c'était un premier niveau de justement accélérer la transformation, mais tout en restant dans ce qu'on a appelé initialement un cloud privé, c'est-à-dire qu'on ne consomme pas de la puissance et on reçoit une facture à la fin du mois en fonction de ce qu'on a consommé. On commande de la puissance sous forme de disque dur, sous forme de mémoire, sous forme de capacité CPU, et on vient tailler nos VM là-dedans et on consomme. Donc ça nous permet d'y aller progressivement, comme je disais tout à l'heure. Ça, il y avait quand même une volonté de rester maître et d'y aller petit à petit. Et à l'étape où on en est aujourd'hui, on est en train de regarder l'hybridation avec les clouds commerciaux. On est en train également de regarder l'hybridation avec les outils de notre écosystème, puisque l'enseignement supérieur et la recherche, c'est aussi des centres de calcul, c'est aussi des mésocentres, c'est aussi tout un tas d'outils numériques avec lesquels on se doit de fonctionner et de s'interfacer. Donc voilà, donc on en est à cette étape-là. Et donc la façon de le concilier, ça a été utiliser les outils, se donner des ambitions de quand même aller assez vite. Je parlais tout à l'heure des 6 mois pour migrer, mais tout en se mettant des étapes où on regarde dans le rétroviseur pour s'assurer qu'on maîtrise bien tous les pans. Et aujourd'hui, j'en parlais, avant d'aller vers du cloud hybride avec du cloud commercial, par exemple, c'est des choses sur lesquelles on est en train de beaucoup réfléchir. Voilà. Et puis pour revenir peut-être sur l'open source, alors en plus, en tant que représentant d'un institut de recherche publique, je ne peux que dire que c'est une très bonne chose d'ouvrir les données. Et là aussi, puisqu'on a le sujet, alors nous, pas sur les domaines des infrastructures cloud, mais plutôt sur les outils qui sont plus proches des services que l'on souhaite rendre aux chercheurs, il y a vraiment quand même cet enjeu d'être en capacité. Ça reste un outil, ça donne une garantie, cette ouverture, ça mutualise quelque part l'effort de développement et chacun ne va pas le refaire dans son coin. Par contre, effectivement, c'est quel service on met en face pour en faire une utilisation correcte, et à mon avis, l'enjeu est là. Ouais. Je pense que tu mentionnes un point important, c'est donc sur le côté un peu hybride. En fait, l'hybride, c'est du multi-cloud. C'est la capacité à faire tourner des workloads dans différents environnements, et donc le sujet de l'intégration et de l'interconnexion de ces clouds est fondamental, et ça génère des besoins d'observabilité. Donc ça veut dire que finalement, pour un utilisateur qui a un service rendu sur son application métier, c'est ce qu'il fait au quotidien, comment on s'assure que l'application va être bien taillée, qu'elle aura les bonnes capacités, les bonnes ressources, et comment on s'assure qu'elle va rendre le service rendu, voire plus, puisqu'il y a des SLA, mais on n'a pas le droit, on a aussi le droit de faire mieux que les SLA. Et donc le sujet de l'observabilité et de l'interconnexion des clouds, quand on a des composants qui peuvent tourner des microservices qui peuvent tourner dans différents environnements, devient fondamental. Et je pense que, en tout cas, nous, IBM, on sent qu'il y a un mouvement dans cette direction-là d'interconnexion, d'interopérabilité qui est fondamental. Et l'automatisation, d'ailleurs, répond en grande partie à ce point-là. Le premier sujet de l'automatisation, c'est la formation. Avant même de commencer à toucher quoi que ce soit. C'est vrai qu'on y revient, mais la formation des utilisateurs, alors, dans les équipes informatiques, des acteurs publics qui nous écoutent, ils se disent, bon, tiens, ma transformation numérique, comment j'y vais, discuter avec les métiers et former vos ressources, en plus qui sont rares. On est tous en pénurie aujourd'hui de ressources sur le marché, donc ce sont des assets. En plus, ils ont un avantage, c'est qu'ils connaissent bien l'entreprise dans laquelle ils œuvrent, ils connaissent les métiers, donc il faut capitaliser et investir sur les hommes. Il y a une question, vous parlez de formation, une question RH sur le chat, même si on a déjà en partie répondu, mais est-ce qu'on peut compléter là-dessus, de Jean-Baptiste Baléguier. Quels ont été les impacts organisationnels et RH de l'adoption du cloud dans les équipes infra et projet à l'IRD? Alors principalement, ça a été créer un poste de pilotage de la prestation. Alors en plus, on est sur un cloud privé.
sur lequel on a des couches de services d'infogérance de l'infrastructure. Donc ça a été quelqu'un qui est un petit peu le chef d'orchestre de cette prestation et qui fait l'interface avec toutes les expertises en interne de la direction sur les domaines des personnes qui ont des besoins avec l'infrastructure. Donc ils devaient passer par lui pour construire leurs offres, tailler des VM, pourquoi pas mettre à jour les standards de création de serveurs ou des choses comme ça. Donc il y a eu tout un dialogue, sauf qu'il y avait moins d'implication sur le fait de le mettre en œuvre. Et donc, tout l'enjeu a été de déporter l'activité de ces expertises-là vers les applications plus que vers les serveurs. Il y a une question là, que je n'ai plus sous les yeux, mais que j'ai vue il y a 2 minutes, sur la question de la messagerie. Peut-être qu'on peut s'adresser à Vincent Coudrin. À quand un service de messagerie souverain? Passer dans le cloud et conserver une messagerie non autorisée, c'est dommage, Vincent Coudrin. Alors, déjà, est-ce que vous avez l'obligation d'utiliser une solution de confiance pour votre messagerie? Ça dépend de là où vous êtes et de la donnée que vous manipulez, etc. Donc, évidemment, si vous êtes au ministère de l'Intérieur, c'est pas tout à fait. C'est une question qui se pose pas trop. Et du coup, pour le cas du ministère de l'Intérieur, il y a la messagerie de l'État. Qui est une suite collaborative en fait, qui est développée au sein de l'État et qui est accessible donc à l'ensemble des directions. C'est la fameuse suite Snap, donc le sac à dos numérique de l'agent public. Donc on a une suite d'outils. Ensuite, il faut effectivement aller chercher, suivant le niveau de sensibilité, suivant la plateforme d'hébergement, la solution qui est conforme. Voilà, je pense que vous pouvez vous chauffer tout l'hiver. Ça sera ma contribution au débat. Non, plaisanterie mise à part. Parce que je vois bien le sous-entendu derrière la question. Effectivement, la question de l'emploi dépend vraiment de l'endroit d'où vous parlez. Donc j'invite la personne concernée à faire son analyse de risque pour regarder si la donnée est sensible ou pas et à aller chercher la solution. On est à sa disposition pour l'assister. Est-ce que vous avez la parole? Une question sur le plan de soutien de l'ANSSI qui a été annoncé il y a quelques jours, le 12 septembre. En quoi ça consiste? Il y a aussi un appel à candidature qui a été lancé. L'appel à candidature n'est pas encore lancé, mais effectivement, le 12 septembre a été annoncé ce plan de soutien, qui est un plan extrêmement important, puisqu'il vise à aider les fournisseurs de solutions SaaS à donc passer la qualification SecNum Cloud, puisque SecNum Cloud s'applique à toutes les suites, tous les services numériques, dont les offres SaaS. Et donc, on va viser plutôt les éditeurs qui vont utiliser une plateforme d'hébergement déjà qualifiée SecNum Cloud, donc jusqu'à leur qualification elle-même de services qualifiés. Donc, on va plutôt viser les éditeurs qui s'adressent au marché dans le périmètre de la doctrine, donc l'État et ses opérateurs. Combien d'entreprises vont être sélectionnées à l'issue de cet appel à candidature? Alors, on vise pour ce premier AAP une vingtaine d'entreprises. Il nous reste un peu moins de 10 minutes. On va essayer peut-être non seulement de répondre aux questions. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me poser plutôt sur l'espace questions si c'est possible, mais aussi sur l'espace chat éventuellement. J'essaie de jeter un œil malgré tout. On va essayer aussi de ressortir les bonnes pratiques à retenir pour les personnes qui nous regardent. Quels conseils on peut donner à des personnes qui voudraient s'orienter et développer un cloud, en particulier un cloud souverain dans leur organisation. Qu'est-ce qu'on peut, on peut commencer par vous, Christophe Le Sur. Quelles sont les bonnes pratiques qu'on peut retenir et les conseils qu'on peut donner pour se lancer dans un premier temps? Premier point, regarder les référentiels de transformation numérique. Alors, Vincent parlait de ceux de la DINUM. Je pense que c'est se documenter, peut-être même quand les sujets sont un peu importants, se faire accompagner. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est discuter avec les métiers. C'est pourquoi se transformer et pourquoi aller sur ces infrastructures. Quelle en est en fait la pertinence attendue. On parlait de la messagerie. La pertinence attendue, c'est effectivement un secret, une confidentialité autre, une meilleure disponibilité, un coût moindre. Donc il y a toujours une discussion en fait, ça aurait été vraiment le fil conducteur que j'ai eu sur cette heure, c'est discuter avec vos métiers. Eux vont vous dire ce dont ils ont besoin.
Et puis ensuite, c'est un programme de transformation numérique, c'est avant tout un programme de transformation humain. C'est comment j'y vais, comment mes équipes internes vont s'intégrer dedans. Et enfin, en fait, c'est quels sont les partenaires qui peuvent m'aider par rapport à ça. Mais j'insiste réellement, c'est dans cet ordre-là qu'on fait les choses. Si on commence par la technique, je croise encore des prospects qui nous disent « moi, j'ai choisi telle infrastructure ». Ça ne me parle pas, ça n'a pas de sens. Il faut voir la pertinence. La bonne infrastructure pour le bon problème, et l'infrastructure n'est qu'une conséquence des discussions qui ont été faites avec les métiers. Je voudrais juste rajouter un point, en fait, peut-être même 2 points. Le premier, c'est on oublie que la transformation numérique, la plupart des acteurs dans le public, puisque c'est notre public aujourd'hui, massivement, est déjà numérique. Et donc, s'il est assez facile de dire je vais choisir tel cloud pour tel nouveau workload, telle nouvelle application, la vraie question qui se pose, c'est sur mon patrimoine applicatif, comment je le fais évoluer. Et nous, chez IBM, on accompagne beaucoup de clients dans cette analyse de patrimoine. Comment on le fait évoluer, de quelle façon. Est-ce que ce patrimoine, à 5 ans, il hébergera des données sensibles ou pas? Est-ce qu'il aura besoin d'avoir une qualification particulière ou pas? Et donc, être capable de bien identifier et faire une classification de ce patrimoine et la façon de le faire évoluer vers le bon endroit pour l'exécuter. Juste pour dire que tout cela est documenté. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est à un niveau de maturité dans les transformations numériques où il n'y a pas besoin de réinventer la roue. La notion de, alors c'est des termes anglais, mais rehosting, replatforming, refactoring, repurchasing, tout ça a été documenté sur la bonne façon de faire évoluer, comme tu le dis, les applications. Donc ça, c'était le point majeur que je voulais mentionner, parce que je pense que dans l'accompagnement, il y a aussi et surtout, pas seulement les nouvelles applications, mais celles qu'il va falloir transformer. Et donc je pense que ça, c'est l'accompagnement, pour moi, je te rejoins, il est vraiment fondamental. Alors oui, moi j'ai rien à ajouter sur ces grandes étapes. Effectivement, identifier les enjeux. On fait pourquoi est-ce que vous faites du cloud? Si vous ne savez pas répondre à la question, n'y allez pas. Vous revenez quand vous avez une réponse à ça. Quel cloud vous avez le droit d'utiliser? Ça, c'est le deuxième truc. Autrement, vous êtes rattrapé par la patrouille sur les aspects sécu, réseau et compliance. Maintenant, ce qu'on a fait, nous, à la DINUM, ça a été d'accompagner les agences, alors l'UGAP et la direction des achats de l'État, pour cloudifier les marchés. C'est-à-dire, on a cloudifié les marchés de développement, on a cloudifié des marchés de services pour être capable d'acheter du conseil, pour être capable d'acheter des centres de migration, des usines de migration, des squads qui vont fonctionner en mode SRE, etc. Donc ça, c'était absolument important que les entités soient autonomes aussi, donc avec l'ensemble des outils à leur disposition. Mais effectivement, tout est hyper documenté. Faire du cloud en 2022, c'est pas comment faire en 2012, donc vraiment on n'a aucune excuse. Alors j'ai une question sur l'espace question donc, de Jérémy Lenné. Je ne comprends pas moi-même la question, mais vous allez m'éclairer. Beaucoup d'offres IaaS, donc ça je sais ce que c'est, je connais le IaaS, le SaaS et le PaaS. Je ne connaissais pas les CaaS, donc beaucoup d'offres IaaS dans les prestataires SecNum Cloud. À quand une offre CaaS? Je peux prendre, je peux prendre le point. Donc, en partenariat justement avec nos amis d'IBM, nous avons prévu de construire une offre de container as a service que l'on fera qualifier en 2023. À cet instant, il est possible pour ce qu'on appelle un commanditaire, c'est-à-dire un client, d'avoir dans son tenant sécurisé une offre de container. Alors, chez Cloud Temple, elle est basée sur Red Hat OpenShift à cet instant. Donc, c'est prévu, c'est dans les cartons, et je pense que c'est le cas aussi pour mes confrères. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est pour les clients qui se posent la question de faire du container as a service. Si les clients ont déjà des containers, effectivement, comme tu le disais, il est possible d'héberger ces containers, même s'ils ne sont pas complètement managés à l'instant où on se parle, ce sera le cas demain. Et ça rejoint un petit peu la question des bonnes pratiques. Et je pense qu'une tendance aussi qu'on voit, c'est essayer de décorréler au maximum la couche applicative. Donc c'est ce que va apporter la containerisation, va apporter une couche de virtualisation qui est vraiment fondamentale dans les aspects de réversibilité, portabilité, etc. Et ça, on voit que c'est vraiment une tendance. Et je pense que dans les best practices, ça fait partie des choses qui, à mon avis, me semblent importantes. Une question pour M. Labadie à l'IRD. L'IRD a-t-il changé sa stratégie budgétaire avec le move to cloud? Le budget fonctionnement gonfle. L'État est plus généreux ou est-il peut-être plus généreux sur les budgets investissement? Alors, clairement, oui, il y a un transfert lorsque les OPEX, CAPEX, alors que nous on appelle fonctionnement investissement. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a une répercussion sur les budgets de fonctionnement. Donc ça, c'est aussi pour ça que ça doit être fortement porté au niveau des directions, le choix. Et qu'on a eu beaucoup de vigilance sur le fait de
sur le fait de contrôler cette partie financière au début, parce qu'elle a nécessité un effort quand même. Donc voilà, donc après c'est quelque chose qui sur la durée se lisse, et encore plus aujourd'hui où on parle de... Enfin, il y a quand même aujourd'hui... Moi, je déconseillerais d'essayer d'aller trop loin dans l'exercice de calculer le ROI en regardant combien ça coûte aujourd'hui et combien ça coûte demain, parce qu'il y a des coûts cachés qu'on a quand même du mal. Là, en ce moment, on parle beaucoup de coûts des factures énergétiques, etc. Voilà, par exemple, typiquement, ça, c'est des choses qu'on a du mal à mesurer. Enfin, nous, en tout cas, qu'on avait du mal sur nos data centers à mesurer pour dire le coût de l'électricité pour les serveurs versus pour le reste de l'établissement. Donc voilà, donc l'exercice, il se lisse et on se rend compte qu'au final, il y a quand même des vases communicants de choses qu'on ne paie plus ailleurs et qui viennent gonfler le budget des systèmes d'information, mais ils ont quand même été économisés quelque part, quoi. La question budgétaire est évoquée aussi par Franck Mosser. Pour vous, Vincent Coudrin, j'imagine. Est-il prévu des évolutions pour permettre aux collectivités territoriales de commander des services SaaS sans cette contrainte de l'impact sur les budgets de fonctionnement? Alors, déjà, le premier point, ça serait de voir si le fournisseur de services SaaS est capable d'extraire la partie relative à l'infrastructure qui va lui permettre de bénéficier de la partie du fonds de compensation de la TVA sur les services d'infra, donc qui n'est pas au taux nominal. Je suis un peu pris de court, mais je crois que c'est de 16,404 et on passe à 5,5% sur la partie de la couche d'infra. Après, globalement, effectivement, parce que dans le cas précis des collectivités, pour lequel il n'y a vraiment pas d'équivalence entre les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement, on a la question qui est récurrente. Ce que nous disent les gens qui sont passés au modèle cloud, c'est finalement, ça n'a pas été un problème. C'est-à-dire que dans le budget global de la collectivité, finalement, la part relative aux dépenses d'infrastructure, parce que là, on parle vraiment de combien vous dépensez en infra, là, on parle en général de moins de 1%, le fait de le passer donc des invests en fonctionnement, avec le premier bénéfice c'est le premier bénéfice du cloud, c'est que vous externalisez votre dette technique. Donc tous les trucs pour lesquels il fallait repayer tous les 5 ans, parce que sinon ça ne marche plus, mais vous avez 0 service en plus, ça vous l'avez complètement externalisé vers des gens volontaires en plus pour le faire. Donc ça, il faut s'en saisir. Et globalement, on voit assez vite que les dépenses de fonctionnement restent relativement stables par rapport à ce qu'elles étaient avant, alors que les dépenses d'invest ont complètement disparu. Voilà. Et comme toujours en matière de cloud, plus vous investissez dans la transfo et plus vous avez un bénéfice. C'est-à-dire que si vous faites comme avant en allant dans le cloud, ça va vous coûter plus cher. Il n'y a pas de secret. Si vous commencez à éteindre les serveurs la nuit, à avoir de l'adaptation dynamique, de la capacité à la charge, vous allez tout de suite gagner 15 ou 20%. Puis si vous commencez à faire du container, des applications cloud native, parce que le cloud, c'est un concept économique, c'est la scalabilité, c'est-à-dire la capacité de délivrer des services à coût marginal quasiment nul, à l'infra et à l'impact environnemental près. Voilà, une fois que vous êtes rentré là-dedans, alors là, du coup, c'est une division par 0 en termes de bénéfices métiers, quelque part, la question de la facture d'infrastructure par rapport aux bénéfices métiers que vous avez, vous êtes passé dans une autre dimension. Et vraiment, moi, j'aimerais que tous les gens qui font du cloud aillent jusqu'à ce point de bascule où ça y est, on est rentré dans le monde d'après. Un conseil très concret. Ce qui se passe pour nos clients, là, depuis maintenant un peu plus de 18 mois, on commence à avoir des modèles de facturation à l'application. C'est-à-dire, alors, plutôt que de dire tant de CPU, tant de mémoire, tant de disques, avec le client, on est dans une démarche de dire telle application, elle a tel poids d'infrastructure, voilà combien elle coûte. Et là, les travaux que l'on a en cours, c'est de faire la même chose, mais sur la consommation énergétique, de pouvoir dire au client, telle application, elle pèse tant en consommation énergétique, en watt-heure, par exemple. Et la cible, je pense vraiment pour ce sujet-là, c'est de ramener les choses à l'applicatif et de pouvoir en fait que chaque client ait une vision de ce que lui coûte son application, parce que derrière, ça facilite énormément les discussions avec le métier, les investissements. Oui, pour aller dans le sens de tout ce qui est dit là, et le fait... Alors aujourd'hui, on n'est pas sur ce modèle de facturer à l'application, mais on arrive à le déduire de la facture du cloud. Le fait d'avoir ça aide aussi à rationaliser, à faire ce travail aussi de gérer le cycle de vie des applications avec parfois des applications qu'on peut peut-être un peu laisser traîner dans le système d'information, même s'il n'y a plus beaucoup de monde en face. Mais le fait de plus facilement démontrer les impacts, alors que ce soit en euros, en impact environnemental ou en consommation d'énergie, ça facilite et c'est plus facile à comprendre du côté des métiers qui utilisent ces applications.
Merci à tous. Plus forte est la transformation numérique, plus le gain au bout du bout sera important. Comme le disait Vincent, si c'est juste prendre ce que j'ai dans mon data center et le poser dans le cloud, c'est l'assurance de faire 20% de plus. C'est sur ces mots qu'on va devoir terminer cet atelier débat. Il y a encore des questions qui n'ont pas été répondues aussi bien sur le chat que sur l'espace questions, mais je pense que nos intervenants vont pouvoir, d'une manière ou d'une autre, y répondre malgré tout sur la page d'Acteurs Publics. Merci à vous de nous avoir suivis, merci à vous quatre d'être venus sur ce plateau et à bientôt sur Acteurs Publics TV.